Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de QI Basket. On est là pour le dernier podcast de la saison. Enfin, il y aura peut-être encore un podcast pour la draft, un podcast pour l'intersaison, mais on va dire que ça clôture aujourd'hui la saison de NBA pour ce qui est de la partie basket pure et dure du jeu. Pour m'accompagner, pour vous faire la preview de ces finales 2020, je suis avec Cam. Bonsoir Cam. Salut tout le monde, bonsoir. Et bonsoir Easy E qui est là aussi. Salut, ravi d'être dans le QI Basket. On est bien dans le QI Basket, c'est vrai, tu as raison de le dire et de le préciser. Alors, une finale Miami Heat, Los Angeles Lakers. Alors pour ceux qui pensent que c'est, parce que je vois ça depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, que c'est joué d'avance, qu'il y a déjà du Purple and Gold partout sur le Larry O'Brien Trophy. Je sais pas ce que vous en pensez, on va en discuter ici maintenant, mais c'est pas joué d'avance. Hein. Je sais pas si vous avez regardé le Heat jouer beaucoup, mais voilà, il va falloir s'en méfier. Ça va pas être une balade de santé du tout. Et en tout cas, ça s'annonce être des belles finales. Petits chiffres intéressants que j'ai vu tout à l'heure sur Twitter. Et bien, la saison passée, les Lakers étaient 10e de la conférence Ouest et le Heat était 10e de la conférence Est. Comme quoi, en un an, les choses changent à partir du moment où on fait les choses correctement, où on amène les joueurs qu'il faut au bon endroit, au bon moment. C'est selon. Bon, messieurs. On va pas revenir sur les finales de conférence. Si vous vous souvenez un petit peu, malgré la qualité audio assez médiocre de notre podcast qui préfaçait ces finales de conférence, on avait plutôt vu juste dans les deux oppositions. On avait bien tagué ce qu'il fallait. On va essayer de faire la même chose ici pour ces finales de conférence. Je vais direct vous mettre dans le bain et vous demander votre favori pour ces finales. Et très brièvement pourquoi, on rentrera dans le détail après. On va commencer avec Easy. Lakers 4-2. Ah, le prono directement, ok, d'accord. Ah oui, moi tout d'un coup. Un petit résumé du pourquoi, vraiment quelques phrases pour me dire pourquoi c'est les Lakers. Ils ont eu le temps de se reposer. LeBron James, Anthony Davis, c'est deux joueurs exceptionnels et très difficilement ciblables les deux en même temps pour Miami. Donc je vois pas qui est-ce qui va pouvoir les arrêter. Plus l'expérience. Cam. Lakers favoris, LeBron MVP des finales, moi à 4-2. On a le MVP des finales, vous voyez, on upgrade à chaque fois la vie. Vas-y, un léger résumé. Bah, comme Izzy l'a dit, deux monstres en mission, un effectif qui est très bien rodé, qui est reposé. Et j'adore Miami, c'est ma seconde équipe favorite, mais je sais pas si elle a les armes pour contrer ces deux-là. Et ils ont déjà pété le plafond de verre 2 fois. Ils vont les faire chier, ils vont en prendre deux, c'est la troisième, mais c'est encore un peu haut pour l'instant. Moi je vais mettre comme favori les Lakers. Je vais mettre 4-1. Et en fait le truc c'est que je pense que là le Bron il est sur une autre planète. Il y a trop de choses, il y a trop de choses en jeu. Je crois qu'il est à peu près comme la veille du game set des finales de 2016. Il doit se dire là c'est là je dois la taper pour la légende, pour mon héritage, vous savez ici fais attention à ton micro qui frotte de nouveau. Pour tout ça, parce que Anthony Davis aussi. Parce que la défense des Lakers me paraît assez adaptée pour l'attaque du Heat. Et parce que l'attaque des Lakers me paraît adaptée aussi par rapport à l'excellente défense du Heat aussi. C'est pas... Ce sera peut-être un score sévère, si c'est le cas. Mais je ne pense pas que ça va être des branloutes à chaque match loin de là. Ok, on va rentrer un petit peu dans le détail. Alors, on l'a vu... tout au long des séries, le Heat a développé une défense en zone qui faisait extrêmement mal. Là on vient de dire 4-2, 4-2 et 4-1. Alors selon, on va commencer avec Cam, pourquoi est-ce que cette défense du coup en zone du Heat ne sera pas suffisante pour contenir les Lakers? Elle sera pas suffisante parce qu'en fait c'est une défense qui fonctionne très bien face à des équipes qui shootent mal, c'est le cas des Lakers.
mais c'est une défense qui par contre n'est pas adaptée quand il y a des équipes qui font beaucoup de cuts, et les Lakers sont l'équipe qui en fait les meilleurs de la ligue actuellement. Ok. Et car à côté de ça, en fait, la défense en zone, c'est fait pour annuler le jeu dos au panier, mais quand justement tu as un face-up fort comme Anthony Davis et comme LeBron, c'est très très compliqué. Et en fait, la défense en zone, ça repose comme on l'a rappelé au son podcast d'avant, sur le fait qu'en fait tu te focalises sur le ballon, pas sur le joueur. Ouais. Tu peux pas le faire avec LeBron ou Davis, c'est impossible. Et tu peux pas dire à Adebayo, tu restes dans ton coin et tu gères ta zone. C'est compliqué. Ces mecs-là, il faut les défendre bec contre bec et sur certaines phases, ça sera intéressant, mais si tu le fais 40 minutes, ça va être très très compliqué. Ouais, sur la seconde unit par exemple des Lakers, ce que tu me dis, c'est que la zone peut fonctionner sur eux parce qu'on n'a pas les deux monstres en même temps, mais quand vous avez les deux, pour toi, c'est pas possible de faire la zone. Enfin, c'est possible, mais c'est suicidaire quoi. Voilà, surtout tu ouvres des mi-distances, des flotteurs, et en fait, que ce soit Davis ou LeBron, tu vas prendre une valise de points quoi. Trop dangereux. Ouais, et puis après, il y a aussi le fait que les Lakers défendent bien et ils ont pas mal de leurs points sur fast break, quoi. Et là, ça va être compliqué de les arrêter. On va y revenir après. On va commencer par la défense justement de Miami. Pour toi, Izzy, du coup, cette défense de Miami, elle peut pas tenir face aux Lakers. Pas 48 minutes. Il y aura des phases intéressantes où oui, on va se dire tiens, Caldwell Pope prend pas ses shoots, tiens, Rondo est en difficulté, mais où Dan Green n'a toujours pas trouvé la mire, mais 48 minutes, j'ai du mal à y croire. Et puis, le truc est qu'Anthony Davis, LeBron James, il s'adapte très bien. Et face à une zone, tout puissant qu'elle est, Anthony Davis arrivera toujours à la contourner. Comme tu as dit, il attaque face au panier et tu pourras rien faire contre ça, quoi. Et le robot offensif sera aussi une clé sur cette zone. Et s'ils alignent ne serait-ce que Howard niveau finale de conférence, ça va être très très difficile. Ouais. Je suis assez d'accord avec tout ça. D'abord, clairement, quand vous jouez contre une zone, le but c'est de l'ouvrir au maximum. Hein. Évidemment, c'est une zone, c'est fait pour protéger l'intérieur de la raquette, et on pourrait penser justement que c'est très adapté par rapport à un LeBron et un Anthony Davis, qui sont quand même des joueurs qui aiment aller mettre des points dans la peinture, qui sont taillés pour ça d'ailleurs. Mais le truc, c'est que vous avez des joueurs ici qui savent vraiment bien faire les deux. LeBron est tout à fait capable de shooter à 3 points sans aucun problème, avec un pourcentage très correct s'il est concentré. Et Anthony Davis, c'est exactement la même chose. Donc on peut pas se contenter de dire on va les laisser shooter et on verra bien. Ça marchera pas avec ces deux là quoi. Et de toute façon, il y a toujours la possibilité qu'un des deux fasse le premier pas ou les premiers mètres dans la raquette. Et à ce moment-là, si vous ne venez pas en aide, ou si vous n'êtes pas deux pour le stopper, en gros il va filer à l'anneau. C'est des monstres de puissance, donc tu peux avoir la zone que tu veux, ça va être très compliqué de le stopper. Et si vous avez deux joueurs qui viennent stopper un joueur, ça veut dire qu'il y en a un qui est tout seul. Et puis voilà, il faut faire les bons choix. Donc ou bien on a une défense comme on n'en verra probablement plus jamais, qu'on n'aura peut-être jamais vu en NBA sur un niveau en finale. Et là, on a des ajustements de Spoelstra qui sortent de l'espace et des joueurs qui appliquent ce que Spoelstra a demandé, c'est encore autre chose. Ou bien, oui, je vois pas bien, quand vous avez les deux sur le terrain, comment le Heat peut s'en sortir. Alors on va me dire, oui, mais il y a Crowder, il y a Butler, il y a ceci, il y a cela. Et c'est vrai qu'il y a des très bons défenseurs à Miami, mais regardez ce qu'il y a en face. Et puis je vais te dire, Milwaukee et Boston, on avait l'impression qu'ils découvraient une zone. Que vraiment, c'était tout nouveau pour eux, qu'ils n'avaient jamais vu ça, qu'ils étaient perturbés, qu'ils avaient besoin toujours de quelques minutes pour s'adapter. Et les Lakers, le truc, c'est que eux-mêmes ont utilisé la zone. Ils vont pas, pour eux, c'est pas nouveau. Ils savent quelles sont les faiblesses de cette défense. Oui, puis c'est des joueurs plus expérimentés aussi. Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Quand tu vois les lectures de LeBron et Rondo en même temps sur le terrain, vous avez ces deux-là pour lire le jeu. Il n'y a aucun problème. Je veux dire, ça va très bien se passer. Hein. Ah oui, et puis je le répète, mais comment tu fais quand t'as un mec comme Anthony Davis? Parce qu'à la limite, LeBron, enfin, je dis ça. LeBron, tu peux assez le reprocher de Giannis plus un shoot.
il a quand même un shoot de plus que Ouais, Giannis. Attention. Mais il avait pas, Il y a de. d'autres choses où c'est plus aussi, hein, mais soit. Oui, non mais grossièrement là, c'est vraiment pour, Ouais, pour ok, forcer. pour schématiser, vas-y. Voilà, parce que c'est pas non plus un tête baissée, mais allez, à la limite, voilà, si tu grossis le trait, voilà. Mais à Ouais. côté de lui, bah, il y avait pas Davis, et tu vois, les deux, bah, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'on fait starter Howard dans le 5 encore côté Lakers, Cam? Moi, je dirais non. À l'instant T, non. Je vois plus Los Angeles. Bah, jouer petit, non. Tu joues pas petit quand tu mets LeBron et Davis sur le terrain. Mais non, je pense pas. Moi, dans la logique, tu gardes Davis en 5. Tu mets LeBron en 3-4, comme il le font un peu pivoter. Mhm. Parce qu'en fait, Howard, il a été bon contre Jokic parce qu'il fallait lui rentrer dedans, etc. Et qu'en fait, son opposant en face n'a pas l'habitude et c'est comme ça que tu le défends. Sur Adebayo, c'est différent parce que l'autre, athlétiquement, il te faut un mec qui soit rapide, etc. Ce qui n'est pas le cas d'Howard. Et comme on l'a dit, en fait, s'il faut trapper Howard, en fait, ils le feront à chaque fois. Et tu peux pas, sur ce genre de match-là contre Miami, prendre le risque d'avoir un joueur qui sera trappé et qui arrivera pas à faire la bonne passe en plus, etc. Certes, mais de Je pense pas. l'autre côté, tu mets quand même une pression maximale sur les intérieurs de Miami. Après, tu vois, par contre, de l'autre côté, je me dis que sur le banc de Miami, t'as pas le second gros pivot, t'en as pas en fait. Myers Leonard, il est toujours blessé. Olynyk, j'aime beaucoup le joueur, mais bon, en défense, c'est un très tôt. Donc en fait, est-ce que justement, tu préfères pas garder Howard et McGee sur le banc comme tu l'as fait auparavant au premier tour? Et comme tu l'as dit, tu lâches les chevaux. Tu vois si la zone prend, et si ça prend pas, bah, tu bourrines, tu fais du pick and roll et tu joues là-dessus. Moi, je pense, enfin, d'abord pour récompense pour prestation de qualité en finale de conférence, je pense qu'Howard, je le mets dans le 5. Quoi. Ça se Bah, tient. et puis même sur la zone, je trouve Howard vachement intéressant par ses rebonds offensifs et par le Ah fait oui, c'est ça. C'est ce qu'il que t'amène je disais. Je vais le- mettre la en pression à mode. mort. Ouais, voilà, et puis en fin de chaîne, il est là, quoi. Mhm. Et tu peux aussi le trouver en verticalité, sur des petits alley-oop comme faisait très bien, alors là aussi pour grossir le trait, Harden Capella, tu vois, tu retrouves Bien sûr. du James Howard ou du Davis Howard ou du Rondo Howard. Moi je trouve que c'est une bonne option de l'avoir dans le Parce 5. que avec un James qui peut percuter et quelqu'un du coup qui va pouvoir passer en backdoor, Dwight Howard le fait extrêmement bien. Ouais, voilà, ouais. Se faire oublier Après, se faire oublier dans la box, enfin à l'extérieur de la box, là, en fait là, c'est un des spots qui est très souvent utilisé par les pivots lors de la zone. C'est-à-dire que vous partez donc de la fin de la raquette, vous partez vers la baseline et à mi-distance entre la ligne à 3 points et la raquette, vous avez une box qui a un nom particulier, je ne sais plus c'est quoi son nom, mais en gros c'est un endroit où c'est très compliqué parce que le pivot peut pas vraiment venir défendre sur vous lors d'une zone et en même temps vous êtes vraiment très bien placé pour faire un backdoor cut, donc le mec doit toujours être attentif et est en général assez mal placé. Donc c'est un endroit que Dwight Howard utilise très souvent pour venir faire quand vous voyez faire les alley-oops en venant de l'arrière. On a toujours l'impression que le pivot adverse a rien foutu en défense. En fait c'est pas tellement ça, c'est juste qu'il doit être extrêmement attentif sur ce qui se passe devant lui avec le jeu d'attaque qui vient et en même temps il doit surveiller un mec qui est dans son dos, donc c'est assez compliqué à faire. Et dans le même temps, en mettant Howard, t'obliges Spoelstra à jouer la zone parce que si Spoelstra joue pas la zone et fait une défense homme à homme classique, bah comment tu fais? Parce qu'Adebayo il peut pas se dédoubler, quoi. Tu peux pas être sur Davis et sur Howard et il y a personne côté Miami pour qui a le physique pour stopper. Justement, moi j'enfermerais Spoelstra dans sa zone, clairement. Oui, voilà, oui, bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que pour moi Howard doit débuter les matchs et jouer le plus possible à côté de Davis et James. Et en défense, tu. Bah, ça limite, ça cache un peu Davis. À voir comment tu gères ça, on va aborder ça maintenant. On va passer d'ailleurs sur la défense des Lakers un petit peu parce qu'effectivement on a en face un Duncan Robinson et un Tyler Hero qu'il va falloir surveiller de près parce que si ces mecs là prennent feu, ça risque d'être extrêmement problématique. C'est des arrières qui sont assez rapides, assez longs. C'est pas vraiment des gabarits taillés, on va dire, pour le physique d'un LeBron, d'un Anthony Davis, etc. Donc si tu mets Howard, très bien. Qui défend Bam Adebayo et qui défend le poste 4, on va dire, de Miami pour faire simple. Bah voilà. Dwight défend Bam parce que Bam, Bam c'est trop rapide pour Dwight. Mais il shoot, oui, mais le problème c'est qu'il shootera jamais.
Il Oui, shootera mais- jamais à 3 points. Bah, Non, mais il peut le coller en fall trouble sans problème. Hein, quoi. Oui, mais à la limite, ça, qu'il ait des fautes, Dwight Howard, c'est pas trop un souci pour les Lakers. Je pense qu'il s'en fiche de ça. C'est pas un Ouais, joueur derrière, non t'as plus Mike. majeur. Ouais, voilà. Et puis même au pire, bah voilà, tu recolles Davis 5 et tu regardes comment ça se passe. Donc je pense pas que ce soit un problème que Dwight Howard ait des fautes. Ok. Cam, ton avis Après, là-dessus euh, Qui doit prendre la déboyée en bah, défense bah pour moi, Davis. Hein. Tu mets Davis sur Adebayo. Tu essaies de lui faire des fautes de gratter parce que, enfin, je l'ai dit avant et là vous venez de le redire, Howard il pourra pas tenir et puis Adebayo il sort quand même, enfin c'est du 20-12 avec plus de 5 passes. Si tu lui laisses un peu d'espace ou si Howard le colle, il aura trop d'espace pour s'exprimer. Il n'a pas forcément besoin de jouer poste bas pour être bon. Ouais. Après la question pour moi c'est surtout qui tu mets sur le porteur de balle quoi. Parce que les Lakers sans Avery Bradley ils s'en sortent bien, mais bon c'est quand même leur chaînon manquant sur cette série et C'est ce il que te faut un mec c'est pour. ce que j'ai dit à Jordan de Q-Basket, qui est le supporter des Lakers de l'équipe. C'est que Avery Bradley allait beaucoup leur manquer sur la série ici. Clairement. Ouais. Après, enfin, on en discutait beaucoup entre nous à chaque fois. Les gens oublient que LeBron en défense, même à 36 ans, pas rien à foutre, ça reste un monstre. Ouais, mais il va prendre Butler. Et voilà, je pense que tu le mets sur Butler, tu mets Rondo sur Tyler Hero parce que le mec est en 20 points, quasi plus de 5 passes, donc trop dangereux pour être ignoré. Par contre, il y a un choix à faire. Tu laisses Robinson s'exprimer. Et tu dis à KCP de limiter la casse, mais il y a un des deux qui va faire mal, c'est sûr. Il y a un des deux, Donc, ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que c'est encore une fois, ils sont pas encore, c'est pas encore des mecs qui sont extrêmement réguliers, je vais dire. Ils sont capables d'avoir des grosses séquences ou même parfois des gros matchs. Quand il y a des gros matchs, il n'y a rien à faire. Hein. Ils peuvent shooter d'où ils veulent, tout va rentrer, n'importe quelle position. Mais il va falloir bien défendre sur les écrans, justement. On a vu pas mal de fois Miami faire du jeu de main à main en sortie d'écran et prendre un shoot. Donc en gros, jeu de main à main, vous faites un écran, vous passez la balle au porteur, à celui qui vient faire l'écran, vous lui reprenez la balle des mains et vous shootez juste derrière. C'est un truc que fait énormément Duncan Robinson par exemple, il le fait très très bien. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? On va faire une défense en edge, on va essayer de sortir un maximum dessus, on fait une prise à deux, comment on fait? bah en fait, moi, simplement, la recette du succès, c'est Miami qui l'a donné. Contre Milwaukee, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu joues pas le rebond offensif, tu fais ton action, si tu vois que ça prend pas, hop, tout le monde recule, tu te places. Ah bah oui, ils peuvent Tu pas peux faire pas ça, laisser. les Lakers ils doivent jouer le rebond, obligé. Et c'est là en fait justement le choix. Est-ce que tu joues le rebond ou est-ce que tu laisses potentiellement Robinson et Hero en transition? C'est risqué. Moi, c'est pour ça en fait que je pars dans l'idée vraiment que Howard faut qu'il soit sur le banc. Par contre, si tu le joues, ouais, joue-le à fond. Hein. Tu rentres leur dans la gueule et Ah quitte bah à prendre les 3 points non, de transition. tu le joues avec Davis, Howard et LeBron et t'envoies KCP et Rondo en repli offensif immédiat dès qu'il y a un shoot qui passe. Ouais, clairement. Je pense que tu fais un espèce de 3-2 comme ça, Mais tu vois. quand on est sur du jeu placé avec justement ces échanges de main à main, quelle est la meilleure défense à faire par rapport à un Duncan Robinson qui est capable de dégainer en moins d'une seconde, juste en sortie d'écran? Tu vas faire un edge, donc le edge pour rappel, hein, c'est celui qui fait l'écran sort très vite sur celui qui a pris l'écran, le temps que le joueur qui a subi l'écran puisse se replacer. Si jamais vous n'avez pas suivi, allez voir une petite vidéo sur YouTube, vous faites edge defense on pick and roll et vous allez voir, vous allez comprendre, c'est tout simple. Mais pour moi, c'est la meilleure défense que les Lakers peuvent appliquer là-dessus. En plus, ils sont à peu près assez grands pour pouvoir presque switcher sur tout le monde par rapport à Miami. Bah, à part Après- Howard, ouais, tout le monde peut switcher sur tout le monde. Hein, Oui, dans clairement. les cas. Et surtout, en fait, ce que Boston n'a pas su faire, notamment sur le dernier match et qui leur coûte la série, c'est casser le rythme en fait. Tu peux pas laisser Miami jouer tranquillement son demi-terrain, poser ses shoots, etc. Soit faut être très efficace en attaque, ou alors justement tu dois tout faire pour les ralentir. Hmm. Et ça passe par là justement. Pour moi, Faut vraiment que c'est ça va être une bataille de tempo, je pense. Pour moi, c'est un des gros avantages des Lakers par rapport à Miami, c'est que Miami peut pas switcher sur tout. Ils vont devoir beaucoup se battre avec leur zone et elle va être compliquée à tenir face à cette équipe-là. Et de l'autre côté, les Lakers peuvent vraiment switcher sur tout. Même quand tu fais rentrer un Caruso, le mec est assez teigneux en défense pour aller tenir sans problème Hero, Robinson aussi. Il peut aller chercher Dragic. Je veux dire, même un Ouais. Butler, il peut essayer de le contenir un petit peu. Tu vois, bon là, c'est quand même un peu plus physique pour lui, mais
il est capable, le garçon, quoi. Après, sur les Robinson, les héros, ce qu'il faut surtout, c'est avoir un cardio parce que les mecs, ils courent, ils prennent des écrans, ils repartent, ils changent de Ouais, direction. clairement. Et Caruso, ça, il sait le faire. Alors après, peut-être qu'il sera moins bon sur réception du ballon, mais, Ouais. mais off-ball, il sera là, quoi. Mais on l'a vu faire des cuts hyper intéressants pendant la finale de conférence, hein. D'aller se faire oublier autour de la ligne à 3 points, traverser la raquette, se faire oublier de l'autre côté, puis d'un coup revenir. Et avec, avec un passeur comme LeBron et même Rondo, ça va marcher, ça va marcher à mort, ça. Mais après moi, j'ai une question sur le hit. C'est est-ce qu'il base tout sur la défense, donc avec Crowder, Butler, Obligé. Adebayo, ouais, ou alors est-ce qu'ils basent tout sur l'attaque, mais du coup ils auront Hero, ils auront Robinson, ils auront Dragic et Butler, mais du coup ils perdent défensivement. Tu vois, il y a pas assez de joueurs On l'a two-way, on va dire, entre guillemets. fait pour les Lakers. Donnez-moi votre 5 de Miami. Le 5 qui Genre démarre. le 5 idéal, Ouais, celui qui finit, tu veux dire? celui qui va jouer le plus de minutes, et a priori, c'est évidemment celui qui va finir. Dragic, Hero, Butler, Adebayo, Crowder. Tu gardes ton 5, ouais. Ouais, je suis pas le 5 du coup, parce que Robinson tu le fais pas jouer, mais Ouais. ouais, je suis Bah, sur en ça fait, aussi, ouais. Essayer de le faire swinger, tu vois, entre Butler et Hero. Mhm. Mais de toute façon, ouais, Miami, ils vont jouer à 7. Bah, hein. du coup, C'est trop dangereux de. du coup, vous venez de répondre à la question. Ça veut dire que là, vous misez tout sur votre défense. Parce que Crowder en attaque, vraiment, c'est plus qu'un poids mort, hein. Ah, là, Ouais. surtout que là, il est dans le dur là depuis. Enfin, c'est pas qu'il est dans le dur, c'est qu'il est revenu sur les standards normaux de cette saison. Mhm. Ouais, non, tu mises tout sur ta défense, ouais. Là, tu es en train de. Par rapport à un Duncan Robinson qui, lui, peut avoir un vrai apport en attaque. Et qui peut être plus délicat en défense. Donc, on est d'accord que vous misez votre truc sur la défense. Mais du coup, peut-être même prendre Iguodala à la place de Crowder, parce que Iguodala est un peu plus grand et on va à fond en défense. Ouais, mais est-ce qu'il Après, est capable, est-ce qu'il est capable de finir les matchs encore maintenant? Physiquement, il est pas un peu court là? C'est tendu. Après, de l'autre côté, Crowder fera des fautes, Adebayo en fera aussi. Mhm. Il y a. Le t'as truc, moyen c'est quand que même j'ai l'impression que de Crowder terminer, est très dépendant de sa réussite offensive, tu vois. Ah, Que si ouais. ça rentre, il va se donner en défense, et si ça rentre pas, bah balèque. Alors que Iguodala, lui, que ça rentre pas en défense, ce sera toujours le même. mhm. Compliqué, hein. Compliqué la situation de Miami. Mais je partirais aussi sur le 5 que vous avez donné parce que potentiellement c'est celui qui peut m'apporter la meilleure balance attaque-défense Ouais. sur un global de match en 48 minutes, quoi. Ouais, et puis Dragic, là, il va pas se faire cibler comme il s'est fait cibler par Boston, par les petits. Enfin, il sera pas en difficulté, bien sûr qu'il sera ciblé, mais il sera moins en difficulté sur un Rondo qu'il a pu l'être sur un Walker, voire un Wanamaker, même si Walker il mettait pas ses tirs. Est-ce que vous pensez qu'on va voir plus de 15 minutes par match de Kyle Kuzma? Ah, tu le fais pas jouer. Tu le fais Non, pas je jouer. dis moins aussi. En fait, j'osais pas dire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont le bencher? Non, parce que tu le testes quand même. Parce qu'il y aura un Kyle Kuzma game où le mec il mettra 3 ou 3 points, mais c'est tout, quoi. Il reste limité, quoi. Il y a quand même Franchement, des chances qui ouais. t'as Maurice qui fait le taf, qui crée moins de soucis, qui en défense est assez serein. Ouais. Le peu de minutes où ce sera pas les bons en 3, faire rentrer Maurice, il fera pas chier. Et t'auras pas à t'inquiéter. Enfin, Kuzma, ça reste un 3-4 qui shoot mal, qui rebondit mal, qui. Et puis Enfin, qui Kuzma, réfléchit quoi. en plus en ce moment. Là, on voit que, je sais pas, il est perdu. Il a perdu Voilà. toute. Ouais, il réfléchit trop. Il est en train de regarder pour pouvoir louer sa maison, hein, parce que avec l'intersaison C'est qui compliqué. arrive, je serais quand même pas étonné. Ouais, pour moi, il y a deux options. Ou bien Kyle Kuzma il fait les finales de sa vie et il reste à LA, ou bien il continue comme il est parti et il est tradé à l'intersaison. Ouais, clairement. Quoi ça, voilà, j'en sais rien, mais Je sais pas s'il sera tradé, mais je pense pas qu'il fera des finales de. oui, héroïque, hein. il est free agent unrestricted peut-être. Je sais plus en quelle année il était drafté. Notre copain. Je crois que c'est l'an prochain qu'il est Bah, fait. c'était de l'année Ouais. de Lonzo Ball, Ah hein. bah, Donc, parfait. ouais. Ouais, Parfait, encore plus. mais bon, globalement, je le vois pas rester à Los Angeles plus longtemps. Tu peux pas avoir un joueur comme ça et être contender sur ton banc ou titulaire. Ça me paraît compliqué quoi.
Non, mais ce qui peut le sauver, c'est juste un match. Tu vois, si son match où il sera en réussite à 3 points et ça cachera les autres matchs, c'est un match décisif, bah à la limite. Voilà. Ouais, même, je crois que même un match ça va pas suffire. Hein. Moi, si où il se crève le cul sur toute la série, où honnêtement, je vois. Enfin, là on est en train de mais après, digresser un peu, mais. Tu parles de trade, mais qui pourrait être intéressé par lui Enfin, on l'a vu, plein la d'équipes. fraude. Hein. Plein d'équipes. Il y a plein Ah oui, d'équipes. mais Il y a plein d'équipes contre quoi qui. Oh bah tu vas avoir un. Parce que avoir un après, mec ce qui peut... mid-level exception, un truc d'un. Ce qui peut aussi lui sauver la mise pour rester aux Lakers, c'est que Maurice, lui, il va faire son taf. Et s'il s'en va avec la bague, bah, qu'est-ce qui va le retenir de rester aux Lakers, tu vois? Une deuxième. Et lui, il va chercher l'argent. Oui, une deuxième, mais bah voilà. est-ce que son délire, c'est pas plus l'argent et puis aller dans une équipe un peu plus faible, Ouais, je sais pas. voire rejoindre son frère? Ouais, je suis pas Tu sais, ce sûr. délire-là, Je suis pas sûr. Vu l'ambiance qu'il y a pour le moment, je suis pas certain que faire une fratrie, c'est ce qui l'intéresse le plus. Mais Non, mais pas aux Clippers. Hein. Les deux sont libres cet été, donc ils peuvent très bien se réunir je sais pas, dans une équipe un peu. ouais, enfin le GM qui va signer les frères Maurice, j'espère qu'il est patient. Hein, parce que, demandera aux Suns c'est ce qu'ils en pensent. j'espère qu'il a des balles anti-stress dans son bureau parce que il va en avoir besoin. Pour vous, si on va retirer les stars de l'équation un petit peu, donc on retire LeBron Davis, on retire Jimmy Butler, quel est le joueur de chaque équipe qui peut vraiment faire une grosse différence dans ces finales? Easy. Rondo. Moi, je vois Rondo. Ouais. Rondo, parce que dans les deux sens, il peut faire une différence, que ce soit positif ou négatif. D'accord. Et côté Miami? Attends, laisse-moi réfléchir. Répondez-vous deux sur les Lakers. Ok. Cam, dis-moi. Pour moi, c'est un joueur en fait que j'attendais pas à ce niveau-là, qui m'a vraiment surpris, c'est KCP côté Lakers. Ok. Parce que KCP, hein, c'est une usine à même, c'est une blague un peu constante, mais mine de rien, en PO, en playoff, il s'est quand même envoyé. Il sort pas des matchs à 30 points, mais en défense, il est présent, il fait ce qu'on lui demande, simplement en fait. C'est un role player, clairement. Il se prend plus la tête comme c'était le cas en début de saison, etc. Il fait ce qu'il a à faire, il prend les ballons qu'il a. Il a su bien driver contre Denver et il faudra qu'il le fasse contre Miami. Et côté Miami, il n'y a pas de secret, hein. C'est Tyler Hero, leur facteur X. Plus de 20 points sur ses matchs, un playmaking, une défense qui s'améliore encore. Butler, il va avoir la série de sa vie à sortir, et s'il a pas Hero à côté de lui pour le soulager, mettre des gros 3, etc., ça va être compliqué pour Miami. Ok. Moi je veux dire Dion Waiters. Non, je rigole. Le mec peut avoir une bague, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Lui, c'est bon. Il est champion NBA, quoi qu'il arrive, il s'en fout. Non, attends. Il a une bague, mais il sera pas champion. Bah, il est éligible. Il est éligible pour avoir sa bague de toute façon. Donc après, tu sais l'histoire, ce qu'on en fait, ce qu'on en raconte, on sait comment ça se passe. Caruso, côté Lakers. Je pense que ce serait hyper cruel en fait qu'il se manque après les tout bons playoffs qu'il a fait et la toute bonne saison en fait. Hein. C'est un mec qui est quand même. Il y a pas mal de gens qui se sont foutus de sa dégaine quand il s'est pointé à juste titre, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu chaud, mais je veux dire dans l'intelligence, dans le côté gars de l'ombre qui de temps en temps. Tu fais ah bah putain c'est lui qui a fait l'interception, ah bah c'est lui qui est parti en drive, ah bah c'est lui qui a coupé, et c'est toujours bien fait, c'est jamais idiot ou stupide ce qu'il fait, et je trouve que ce serait vraiment dommage justement qu'il sorte de ce standard là auquel il nous a habitués, donc j'attends pas mal de lui. Je pense que c'est un mec qui va être assez particulier à défendre pour le hit, surtout dans la configuration où ils le font. Et en défense, en fait, c'est Caruso, je le verrais bien avec un maillot de 8 sans problème. Je trouve qu'il a vraiment la mentalité des mecs d'en face. C'est un peu un Mowgli, hein, qui a été élevé par la mauvaise tribu, on va dire, mais c'est vraiment ça. Il a le profil de joueur du 8. Et côté Miami, Dragic.
Je pense que t'as raison pour Tyler Hero parce que voilà, mais ouais le vieux il faut qu'il fasse ses finales. Il faut Et il fait de sacrés playoffs d'ailleurs. Ah, il fait des sacrés playoffs, donc justement ce serait bien que justement quand il a été tradé à Miami, c'était a priori pour jouer quelque chose de solide. En tout cas de pouvoir jouer des titres et au moins des finales, et donc du coup là il a l'occasion de le faire, et j'ai hâte de le voir parce que il peut vraiment faire très très mal aux Lakers. C'est un gars extrêmement malin aussi, donc il peut provoquer de la faute aussi à foison, donc voilà, j'attends pas mal de lui. Tyler Hero en fait je le prends pas parce que il est très très jeune et il a encore toute une carrière pour faire des trucs très bien. Dragic là c'est peut-être pas la dernière chance parce qu'on sait jamais ce que Pat Riley a dans la manche pour la free agency, hein. Vous êtes grec, voilà, on va peut-être appeler, je ne sais pas. Mais il y a des chances que il y a une possibilité que ça se représente plus, donc je veux voir comment il va faire. Et effectivement, s'il est bien dedans à 20-25 points ou avec des minutes précieuses, tu vois, avec une bonne distribution de la balle, ouais, ça peut être très bien. Bon, easy là, c'est bon, tu peux donner ta réponse. Et ouais, du coup, attends, juste tout à l'heure, tu t'as dit que Myers Leonard il était encore blessé, hein? Ouais. En fait, il s'est pété le pied, il s'est blessé au pied avant les playoffs et il devrait pas rejouer. Ah purée, c'est dommage. Je vais partir sur Crowder alors. Crowder, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il commence à rentrer 2-3 shoots, c'est un mec qui joue vachement sur la série, Ouais. sur une série, pardon. Et je pense que si ça commence à rentrer, il peut vraiment sortir, être l'élément, le facteur X. On l'attendait pas là, il met ses shoots. Un peu comme Iguodala au match décisif contre Boston, il a mis ses shoots, waouh, on s'y attendait pas, voilà, ça nous fait du bien. Et défensivement, ça va le mettre en route, donc voilà. Ouais, très juste. En tout cas, Spoelstra, ça va lui faire des vacances, hein, parce que il a quand même enchaîné les coachs en face qui avaient une réputation assez sérieuse, même si Brad Stevens, bon, on en reparlera un autre jour. Mais Ouais. Il va falloir qu'on en parle de Stevens. Et Vogel Spoelstra, ça s'est déjà fait. C'était pas tout vert et blanc comme disait l'autre. Faudra qu'on en reparlera. En tout cas, ça promet des finales, je pense. C'est pas les finales que tout le monde attendait. Je crois que les gens voyaient un Lakers ou un Clippers contre les Bucks ou contre les Raptors, hein. Je pense pas me tromper en me disant que les gens avaient plutôt pisté ces équipes-là. Finalement, c'est un Lakers Miami. Et c'est pas plus mal. Il y a pas mal il y a un peu de storytelling avec LeBron et Miami. On sait ce que ça donne. Je n'ose imaginer la jouissance intérieure de Riley si jamais il gagne contre LeBron aux Lakers. À mon avis. Et puis contre les Lakers, mais rien que contre les Lakers, pour Pat Riley, ça va faire quelque chose, quoi. Voilà, il y a son pote Dwayne Wade aussi à LeBron qui aura bien du mal à choisir un camp. Donc non, il y a c'est quelque part deux franchises relativement liées par LeBron et Paul on Pierce verra. aussi qui va devoir choisir un camp. Ah, Paul Pierce. Paul Pierce et ses déclarations, hein. Paul Pierce et son fauteuil roulant, Paul Pierce quoi. En tout cas, on vous souhaite d'excellentes finales. Merci beaucoup d'avoir écouté les podcasts durant ces playoffs, c'était un plaisir d'être plus régulier. On essaiera de faire ça bien aussi pour les prochains. Je vais d'ailleurs avoir une petite discussion avec mes collègues juste après ça pour voir un petit peu comment on s'organise pour la suite. En tout cas, merci Cam, merci Easy. J'espère qu'on a fait le tour de la question avec vous. Attends, si je peux juste rajouter un petit truc. Tu peux. Moi, je vous le dis, il y aura un moment dans cette série où Rondo, Butler, ils seront nez à nez, front contre front. Enfin, il y aura une bagarre entre les deux. Une bagarre ou un début de bagarre. Voilà, le mec, lui, il est venu que pour le côté MMA du truc. Le basket, on s'en fout, on veut qu'il se rentre dans la gueule, c'est tout ce qu'il Ah oui, alors, rien à foutre. Hein. Ah ouais, non, balle orange, là, c'est bien, 2 minutes, mais maintenant ça suffit. Voilà, merci à tous, et on se retrouve très vite sur qbasket.net. Ciao. À tout Merci. le monde.